Alice Casagrande m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. J'avais trois hommes, maintenant j'ai une femme. On commence à équilibrer un tout petit peu sur cet événement, donc les 30 ans de l'OETH. Merci à vous tous qui nous suivez. Je vous rappelle que vous pourrez à nouveau visionner toutes ces séquences en ligne sur le site de l'OETH, que vous pouvez aussi, même maintenant, poser vos questions. Alors, on ne va pas y répondre en direct, mais vous pourrez consulter les réponses qui seront regroupées. Mais on m'a dit qu'il y aurait des réponses adaptées et personnalisées pour chacun. Peut-être notamment sur ce thème du regard. Alors on a vu depuis le début quasiment de cet anniversaire avec l'enquête BVA et les explications de Steve Flanney qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient encore sur le regard qu'on pouvait porter sur ces métiers déjà au sens large. Et leur attractivité, et puis le fait que ces métiers puissent être occupés par des personnes en situation de handicap. Alors, on va en parler, c'est l'occasion d'essayer de changer les regards ce matin, avec Agnès Cayette-Baudouin, médecin directrice chez Calidial. Bonjour Agnès, vous êtes donc en duplex avec nous. Merci de prendre un peu de temps pour partager vos conseils et vos analyses en la matière. Stéphanie Spataro également, donc patiente conseil. Vous êtes aussi à distance. Voilà, je vérifie qu'on vous entend bien. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc tous les micros sont ouverts, on vous voit bien, tout est parfait. Et donc Alice Casagrande qui est avec moi sur ce plateau. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, je vais peut-être commencer par vous, puisque vous êtes là, si ça ne vous dérange pas, même si on m'a demandé de finir par vous, on finira par vous. Comment on peut inverser à un moment le chiffre qu'on a vu de 83 ou 87% des employeurs qui se disent, qui sont quasiment convaincus qu'une personne en situation de handicap, même avec des compétences formées par Oasis ou quoi, ne pourra pas exercer tous les métiers au sein d'un établissement? Je pense qu'il faut amener chez ces employeurs-là une évolution de la représentation de la situation de handicap, bien insister sur ce caractère situationnel du handicap. Ça n'est pas une propriété de la personne, ça a déjà été dit plusieurs fois. Il faut aussi, je crois, amener une énorme évolution dans la prise de conscience qu'aujourd'hui, une des fabrications les plus importantes du handicap, c'est la question de la santé mentale, c'est la question de la fragilité psychologique. Et là, je pense qu'on peut rejoindre les employeurs en leur disant, au fond, est-ce que vous considérez qu'il est difficile, impossible de recruter quelqu'un qui souffre beaucoup ou a beaucoup souffert ? Ils vous diront, non, enfin, notre métier, ça fait partie de l'accompagnement, la souffrance, la difficulté sociale, les moments de vie un petit peu particuliers quand on apprend qu'on va devoir faire face à tel handicap, quand on doit surmonter une maladie. La Ça fragilité n'arrive pas qu'aux psychologique. autres. Oui. Mais oui, donc commencer par, d'une certaine façon, une représentation du handicap qui le rapproche de l'expérience vécue à la fois des dirigeants et des collaborateurs. Je pense que ça, c'est une première clé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ensuite, la seconde clé, c'est de dire, mais bravo en fait, en 30 ans, c'est incroyable ce que vous avez fait. Et donc, je crois que dans la situation de fragilité où sont les employeurs et les collaborateurs aujourd'hui dans le monde de la santé et du médico-social, il faut se pencher sur leur réussite avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sollicitude. Il me semble qu'il faut brouiller les cartes entre qui est handicapé, qui est fragile et qui ne l'est pas. Et puis peut-être ne pas se poser la question, tout simplement. En tous les cas, pas forcément en ces termes. Moi, j'ai eu le plaisir ce matin d'être en direct dans la matinale de Vivre FM avec Pierre-Marie Lasblé, donc, qui est le directeur général de l'OETH, et qui me disait, en substance, j'ai plus les mots exacts, mais qui me disait que c'était quasiment une évidence dans un secteur comme celui-ci que de privilégier ou de penser systématiquement à embaucher des personnes en situation de handicap, ce qui voudrait dire que voilà, les regards peuvent se croiser naturellement dans ces environnements. Est-ce que vous confirmez ça, Agnès Cayette-Baudouin? Oui, bonjour. Effectivement, je confirme et je vous remercie vraiment sincèrement OETH pour de fêter ces 30 ans qui effectivement m'ont permis, moi, d'expérimenter, de vivre la joie profonde de pouvoir recruter et puis de pouvoir fabriquer, co-construire avec des personnes dites handicapées des postes coups humains pour co-construire et optimiser les prises en charge que nous assurons dans notre établissement. Est-ce que c'est compliqué
ou est-ce que c'est simple? Je ne parle pas de l'adaptation du poste, mais le fait de changer le regard des personnes et notamment des employeurs en leur disant mais c'est possible, ou tout est possible, comme dit mon ami Philippe Croison. Dans le champ de la maladie rénale chronique et de la dialyse, qui est un champ FEAP, on est 40%, on assure 40% de la dialyse française à peu près. Je ne sais pas si c'est si compliqué que ça. Je crois que nous sommes très nombreux à travailler avec des patients. Par contre, c'est rare. C'est rare et ça reste certainement trop rare. Alors, Stéphanie Spataro, vous êtes avec nous également. Je vous vois sur la droite de cet écran, patiente conseil. Est-ce que ça veut dire que vous allez justement vous expliquer aux autres comment faire, comment ça s'est passé pour vous? Et est-ce que vous voyez, vous, un changement de regard après vos interventions auprès des personnes concernées? Alors oui, effectivement, en tant que patiente conseil, j'interviens auprès des patients, effectivement, pour les aider à faciliter leur expression sur les attentes, leurs besoins vis-à-vis des services de Calidial, mais aussi auprès des professionnels, notamment de santé, pour faire passer le message comme quoi les patients ont aussi un regard, une vision peut-être différente, peut-être pareille que celle des pros, et justement, si elle est différente, travailler sur cet écart. Et pour, bien évidemment, comme chaque professionnel, optimiser la prise en charge des soins et de la maladie. Vous avez un exemple précis à nous donner, alors vous concernant ou pas, d'ailleurs? Alors, par exemple, quand on est moi, j'ai fait 12 ans d'hémodialyse, donc c'est ce traitement de suppléance qui vise à remplacer la fonction des reins. Et c'est 12 heures de traitement par semaine, c'est astreignant, c'est contraignant et difficile pour partir en vacances, tout simplement. Et quand on explique aux patients, vous pouvez quand même partir en vacances, il faut s'y prendre, il faut s'organiser et tout, mais c'est possible. Et les pros de Calidial peuvent vous aider à trouver le centre adéquat, à faire le lien avec d'autres. Donc les patients, ils entendent, mais aussi les professionnels entendent en disant « Ah oui, ce patient a envie de partir en vacances, mais en fait, il n'a pas osé demander. » Du coup, je suis là pour faire le relais, pour expliquer à l'un et à l'autre que ce patient, il a envie, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Et au professionnel, il faut y aller, il faut lui expliquer, il faut, voilà. Il faut déjà l'écouter et l'entendre, sinon Oui. ça peut être assimilé à une forme de maltraitance. Alice Casagrande, vous êtes présidente d'ailleurs de la Commission nationale de la lutte contre la maltraitance. Quand vous entendez ce genre de propos, comment vous réagissez et comment on peut changer ça? C'est une extraordinaire facilitation de relations. C'est le cœur de nos métiers, c'est le lien social. Ça n'est pas le mouvement, ça n'est pas le lever du corps, ça n'est pas la machine, ça n'est pas la technique. Bien sûr, et Agnès Cayette-Baudouin le sait bien, les sujets de machine en dialyse, c'est quand même pas rien. Les sujets de sécurité, c'est vraiment capital. Mais quiconque penserait le soin ou l'accompagnement sans cette entrée en relation n'aurait absolument rien compris au réel défi. Et c'est ce qui vient d'être dit. Voilà un patient qui n'ose pas. Et voilà un soignant qui ne sait pas. Eh bien, cette facilitation d'entrée en relation, c'est quelque chose que nous voyons très très bien et l'organisation Calidia nous le montre merveilleusement. C'est de la facilitation qui est simple. Ça n'est pas une question compliquée à organiser. Simplement, il faut y penser et il ne faut pas avoir peur. C'est un peu de temps dans un environnement où les professionnels n'en ont pas forcément. Ils sont en sous-effectif, on l'a entendu tout à l'heure. Pas du tout, c'est pas un peu de temps, c'est du gain de temps. C'est du gain de temps. Quand vous écoutez pas un patient, à un moment, il va se passer quelque chose qui va vous en prendre beaucoup plus. Donc l'écoute du patient, ça n'est pas qu'une question d'humanité, c'est une question d'efficacité. Ça, les professionnels le savent très bien. Donc quand on a un patient ressource, comme c'est le cas à Calidial, pour faciliter l'entrée en relation, on a gagné du temps, de l'efficacité et on a limité la frustration de tout le monde. C'est du gagnant-gagnant et il est question ici que de bientraitance. Ne vous fâchez pas, Alice, tout va bien. Stéphanie Sparato, quelles sont les réactions potentielles que vous observez de ces professionnels qui d'un seul coup découvrent que, comme le disait Alice,
En passant quelques secondes à écouter un patient, une question, une interrogation, on peut gagner énormément de temps professionnel derrière et se faciliter la vie. Et vous avez des réactions positives systématiquement, des gens qui vous disent « Ah oui, ok, maintenant je vais faire comme ça ». Alors, oui, mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Moi, ça fait 6 ans que je travaille à Calidial et ça se développe de plus en plus. La preuve est que ma fiche de poste a été complètement revisitée au 1er avril de l'année dernière. Donc, du coup, effectivement, au début, on me disait j'avais vraiment l'étiquette que patiente, mais pas du tout salarié de Calidial qui pouvait aider ou soutenir les patients ou les pros. Et du coup, on me disait, mais qu'est-ce qu'elle veut? Nous, on les connaît, les patients, voilà. Et du coup, petit à petit, alors ça a été la communication, des discussions formelles, informelles avec les professionnels pour bien expliquer mon rôle, mes missions. Et vraiment, c'est beaucoup d'énergie, Mais du coup, maintenant, ça commence vraiment à payer. Il y a des pros qui viennent et qui me disent, voilà, on a ce projet qu'on voudrait développer. Comment tu le verrais? Quelle est ta vision de patiente vraiment dans ce projet, comment on peut intégrer des patients, voilà. Et petit à petit, c'est pas que dans les projets, c'est aussi certaines personnes qui m'envoient un petit mail, certains professionnels qui m'envoient un petit mail en me disant, voilà, ce patient, on sent qu'il y a quelque chose qui veut nous demander ou qui n'ose pas. Et le fait que je sois une personne paire par rapport au patient, et ben tout de suite, ça débloque la parole. Donc ça, c'est une manière de changer le regard de façon très efficace. Agnès Cayette-Baudouin, pour vous, c'est la solution d'intégrer, alors pas forcément uniquement des patients, mais des professionnels en situation de tout type de handicap pour mieux comprendre les besoins des gens qui sont des usagers et puis quelque part aussi renforcer les compétences et l'employabilité de l'ensemble du groupe, parce qu'on parle de collectif là, ce que l'un apporte à sa petite échelle, c'est exactement ce que fait Stéphanie Spataro, ça rejaillit sur l'ensemble de l'équipe qui d'un seul coup prête une attention différente et exerce son métier de manière différente. Alors, tout à fait. Je crois qu'effectivement, de longue date, j'ai toujours à Calidial, on a toujours eu 2 ou 3 patients qui travaillaient, mais l'arrivée de Stéphanie sur un poste de patiente ressource, de patiente conseil, a vraiment pour moi été une révélation. Et ça s'est passé au moment du confinement. Premier confinement, nos patients, tout le monde avait peur, tout le monde était inquiet, les salariés bien sûr, mais nos patients étaient inquiets, ils venaient dialyser, on était obligés, mais chez eux, on ne savait pas comment ça se passait et j'avais organisé avec toute l'équipe que nos personnels qui assurent les soins de support, psychologues, diététiciennes, passent régulièrement des coups de fil aux patients. Et c'est ce qui s'était mis en place. Et Stéphanie, qui était là, elle aussi a pris ce bâton de pèlerin, elle appelait les patients. Et au bout de 15 jours, j'ai psychologues, diététiciennes qui m'ont dit Agnès, les patients n'ont plus rien à nous dire et finalement, on va peut-être espacer nos appels ou cibler. Et Stéphanie qui revenait vers moi et qui me disait c'est formidable, les patients me parlent, les patients me disent comment ils vivent ce confinement et je sens que je leur apporte quelque chose. Et moi, j'ai compris ce jour-là ce que nous dit Alice, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le soin, dans la relation entre patients. Et je crois vraiment que à recruter, avoir au sein de notre service qualité gestion des risques, dans l'optique, améliorer l'expérience patient, travailler à optimiser la relation de soins, la relation patient avec des patients, je crois vraiment que c'est un atout considérable. On voit bien l'intérêt que... démontré. On voit bien l'intérêt que ça représente. Vous prenez un exemple qui est évidemment flagrant et que tout le monde connaît, c'était cet exemple de cette période un peu, complètement délirante d'ailleurs, et complètement hors norme, qui a permis d'inventer ou de se réinventer dans certains cas, dans d'autres pas. C'est pas évidemment votre cas, mais moi j'ai une question pour vous, Alice Casagrande, parce que vous hochez de la tête tout de suite. Comment on fait pour, non pas modéliser, mais canaliser tout ça, l'écrire, donc cet apport d'une patiente conseil comme les Stéphanie ou d'une personne en situation de handicap au sein d'une équipe, comment on fait pour le concrétiser, peut-être l'écrire et en faire ce qu'on appelle en anglais des skills, c'est-à-dire des vraies compétences écrites qui peuvent même être quasiment sur une description de poste?
J'aime beaucoup votre expression des vraies compétences écrites. Les compétences de Stéphanie sont vraies. Et à mon avis, si je connais un peu Agnès, elles sont déjà écrites. Ce que je dirais, je rebondirais en fait sur ce que disait Cédric Routier tout à l'heure et ce qui a été dit ensuite de ces possibilités de faire voyager les innovations, c'est que en fait, notre sujet, il n'est pas toujours de modéliser, ce qui est une passion de la puissance publique, il est d'inspirer. La question, c'est qu'à mon avis, quand on entend Agnès et Stéphanie, on a envie de faire pareil. Faire pareil, ça n'est pas nécessairement, comme vous le suggérez, écrire exactement de quoi il s'agit, écrire exactement toutes les compétences qui sont en jeu. C'est quoi dans ces cas-là? C'est écouter et entrer en résonance. C'est se dire, OK, moi, je ne suis pas dans le milieu de la dialyse, je n'accueille pas des patients et je ne suis pas en train d'imaginer de recruter une personne comme Stéphanie. Qu'est-ce que je comprends de ce que Agnès et Stéphanie sont en train de me dire sur les compétences disponibles et la facilitation? Et cette compétence de facilitation, on veut tout de suite la dupliquer et à force de vouloir immédiatement la reproduire, peut-être qu'on passe pas assez de temps à la diffuser simplement en qu'est-ce que ça vous évoque. À mon avis, des dispositifs comme ceux dont a parlé Cédric Routier tout à l'heure à travers l'innovation mise en circulation par Novap, le laboratoire de l'innovation de la FEAP, c'est de nature à tout simplement montrer, sans dire il faut faire ça, sans dire vous allez gagner de l'argent à faire ça, mais en fait parce que ça s'impose de soi, parce que ça fait du bien quand on écoute de se dire mais oui en fait c'est ça, et ensuite transposer. Et transposer, ça n'est pas encore une fois écrire pour reproduire à l'identique, c'est montrer par l'exemple. Marie-Sophie Dessaulles l'a dit au début de cette conférence et ça a été beaucoup redit dans ces éléments très concrets. Il ne s'agit pas que de grandes abstractions, il s'agit de dire écoutez, regardez, ça marche, c'est énorme. Et ce secteur a besoin d'encouragement, a besoin de succès, a besoin de joie de vivre. On est dans une gueule de bois post-Covid monumentale. On a des professionnels qui ont été forcés à forcer, dont l'estime d'eux-mêmes a été souvent écornée, qui se disent je ne sais plus, qui voient des démissions, qui se demandent si les jeunes sont dans cette attractivité. Mais ils font un métier énormément génialissime. Et ça, on le voit d'autant mieux quand on voit qu'on peut co-construire avec les personnes dites vulnérables. C'est-à-dire complètement repenser la vulnérabilité de nous et des autres. Et montrer plutôt qu'imposer et laisser les autres s'approprier des idées. Est-ce que c'est pas un peu compliqué dans un secteur où il y a, je vais être novice en la matière volontairement, un turnover beaucoup plus important que dans d'autres secteurs? Je parle là du secteur notamment public, par exemple. Est-ce qu'on ne doit pas sans cesse non pas transférer, mais remontrer à des gens qui ne savent pas, et on passe beaucoup de temps à ça? Agnès Caillé-Baudouin? Je ne sais pas si on a un énorme, enfin nous n'avons pas un énorme turnover, mais par contre, vous avez raison, il faut sans arrêt remontrer. Nous avons des jeunes professionnels, ces jeunes professionnels qui sont confrontés à cette maladie chronique, à ces dizaines d'années du poids de la maladie qui viennent un peu écraser des vides. Je crois qu'il faut effectivement ne jamais se lasser et pouvoir leur parler de ce que c'est que cette expérience patient. Et le rôle de Stéphanie, c'est ça, c'est de passer dans les équipes, de dire aux professionnels qu'on peut avoir ce poids de la maladie, mais on peut être là présent. Et dans la fiche de poste de Stéphanie, on a bien identifié tout ce chantier de l'apprivoisement de l'expérience patient auprès des professionnels. Et puis, on a aussi tout ce chantier de la mise en œuvre de la démocratie sanitaire qui avait été légiférée avec des commissions des usagers. Nous, on a ouvert les portes de notre commission des usagers. Et là, Stéphanie, elle prend en main le chantier de faire écrire un projet des usagers pensé par les usagers, pour les usagers, pour notre établissement. Et je crois qu'on a plein de choses à faire et Stéphanie est aux manettes et moi je la côtoie et nous co-construisons ensemble. Elle construit et nous on suit sur ces projets extrêmement bénéfiques pour la structure. Et des professionnels qui sont expérimentés prennent ça comment? Est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train d'essayer de leur réapprendre leur métier ou de leur faire changer d'habitude? On sait qu'en France, changer des habitudes, c'est pas forcément évident. Comment eux le prennent? Est-ce que ça change vraiment leur regard ou est-ce qu'il y a des freins, des réticences comme bien souvent? Oui, je vais prendre la parole. Effectivement, j'ai senti beaucoup de freins, mais justement, cette sensibilisation, elle repasse aussi par la formation, par la communication,
par les sensibilisations. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est là tous les jours. C'est recevoir tous les nouveaux arrivants pour leur expliquer aussi qui je suis et éventuellement qu'elles puissent retransmettre aux personnes qui sont là depuis plus longtemps aussi. C'est aussi être sur le terrain avec les équipes, tout en sachant que moi aussi, comme j'ai cet handicap invisible et du coup une fragilité actuellement, donc faire attention avec les gestes barrières, attention à être sur le terrain, mais bon, maintenant il y a plein d'outils. Aujourd'hui on fait du Zoom, nous à Cavial on a Teams, il y a le téléphone, le basique qui fonctionne toujours. Donc oui, effectivement, il y a des freins, un petit peu en fonction aussi des catégories de professionnels. Je dirais que c'est plus facile avec des infirmières, comme j'avais déjà un lien avec elles. Avec certains médecins, ça commence un petit peu à se développer, mais voilà, c'est du travail au long cours, qui ne se fait pas du jour au lendemain, et toujours informer, communiquer, être présente. Et un mot que vous aimez, vous, Alice Casagrande, c'est co-construire. Et la co-construction, en fait, du soin entre des professionnels et puis des personnes concernées, c'est un peu l'histoire du handicap au sens général. C'est-à-dire que si on ne met pas une personne en fauteuil pour régler des problèmes de circulation sur les trottoirs et indiquer aux autres comment faire, il est très difficile de se mettre à la place des gens. Donc là, votre cheval de bataille, c'est de réconcilier les deux mondes avec justement peut-être des personnes comme Stéphanie au milieu qui font ce lien par Zoom ou physique. Oui, je pense que si vous voulez, notre secteur de santé et notre secteur social et médico-social, il est en plein chamboulement et en nécessité de se rapprocher des citoyens, en nécessité de se rapprocher des modes de faire et des modes de vivre que choisissent les citoyens qui ont envie d'être chez eux, qui ont des nouvelles aspirations pour le travail, on l'a entendu bien sûr beaucoup, mais pour leur santé, leur manière de se faire accompagner dans le social et le médico-social également. Ces nouvelles aspirations, qui mieux que nos collègues pour nous les enseigner et pour nous les faire passer. Autrement dit, soit on se dit « Ah, il y a tout un secteur qui fait face à une évolution, on va dire, de l'offre, de la tarification, mais en fait des modes de faire, qui se retrouvent à devoir se rapprocher des citoyens et à co-construire avec eux leurs accompagnements ». Soit donc on imagine une énorme démarche de formation à entreprendre, et c'est indispensable, soit on se dit, juste oui, pour formation, cette étape de co-construction. Oui, mais parce que en fait, co-construire, c'est considérer l'autre comme capable et susceptible de co-construire. Stéphanie le disait tout à l'heure, au début, eh bien, il y a plein de pièges, et qu'est-ce qu'une patiente va m'apprendre à moi, infirmière? Qu'est-ce qu'une patiente moi qui sais. Oui, moi qui ai appris un métier. Qu'est-ce qu'une patiente va m'apprendre à moi, ergothérapeute? Et attention, et à moi, médecin. Alors Agnès sort de la pièce, mais évidemment, on a des représentations et on sait très bien que dès la formation professionnelle, cette compétence des personnes dites vulnérables doit être transmise. Ça n'est pas du tout une évidence. On a appris nos métiers avec une inspiration de l'aide, une inspiration qui est descendante. Aujourd'hui, l'évolution de l'offre, l'évolution de l'accompagnement, ça n'est plus ça. C'est l'équilibre, c'est je te propose, c'est qu'est-ce que tu attends. Quel est ton projet? Ah, peut-être tu n'as pas de projet. C'est tu veux être en dialyse, mais tu veux travailler. Donc, évidemment, comment nous, on va ajuster les modes de faire et les constructions des organisations. Mais tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'est pas non plus à jeter et à revoir parce qu'aujourd'hui, il y a un inversement, une sorte d'inversement des rôles et vous êtes encourageante à ce sujet. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut qu'il y ait ce bouleversement et que les demandes viennent des personnes concernées de la base avant d'être imposées par le haut, toujours dans cette idée de partager. Après, voilà, tu en fais ce que tu veux, mais je ne te l'impose pas. Mais à un moment, il faut quand même qu'il y ait une structure pour accompagner ces échanges et puis en sortir quelque chose qui soit pas rejeté. Oui. Parce que vous disiez en rigolant, avec Agnès Caillet de Besoin, sort de cette salle parce que je vais dire du mal des médecins, mais c'est vraiment un phénomène. Mais elle me connaît, je la chahute toujours. Non, mais c'est un phénomène d'abord national et puis vraiment commun à tous. À un moment, quand on nous change notre boulot et qu'on a l'impression de le faire, de savoir le faire, c'est pas évident de s'entendre dire écoute, c'était pas bien du tout et ça correspond pas à ce que je veux. Donc il faut vraiment canaliser ça.
Oui, vous avez tout à fait raison et je pense que ce qui est très intéressant sur l'expérience de Calidial, c'est bien qu'on entend à la fois Stéphanie et Agnès, si elles me pardonnent, c'est-à-dire un binôme. Il y a une alliance de l'encadrement et de l'expérience et de l'expertise des patients. On ne peut pas avoir comme ça, en liberté, tout seul, cette expertise, ce savoir-faire à qui on dit « Allez, vas-y, ça va être formidable et ça va bien se passer ». Ça n'est pas vrai. Il faut construire une fiche de poste, il faut légitimer quelque chose, il faut réfléchir à la place de la personne dans l'équipe, à ses débriefings, à sa formation, à ses temps de repos, etc. Ça s'anticipe. Je voudrais vous donner 3 exemples. Premier exemple, on est dans un établissement de soins de suite et de réadaptation, donc dans la santé, qui doit accompagner des patients après un accident qui sont maintenant en situation de handicap, les raccompagner dans leur domicile et ajuster et outiller le domicile. Ça n'est pas du tout facile pour une personne de voir non seulement sa vie transformée, mais aussi son chez elle, son intimité. Voilà cet établissement de soins de suite qui a recruté, alors non pas Stéphanie, mais une personne en situation de handicap, au nom de son expérience de vie, comme facilitateur du retour à domicile. Que se passe-t-il quand l'ergothérapeute arrive au domicile de la personne? La personne ne veut pas de l'outillage, elle ne veut pas des installations, elle dit « je n'en ai pas besoin et je n'ai pas besoin de vous ». Et l'ergothérapeute insiste et la personne qui est en situation de handicap et qui est le binôme de cet ergothérapeute dit « ça n'est pas la peine d'insister ». L'étape à laquelle nous sommes n'est pas d'installer le matériel, c'est de faciliter son acceptation. Est-ce qu'on peut former des personnes comme ça, des personnes comme Stéphanie, à agir même si elles ne sont pas de cette manière-là, même si elles ne sont pas directement concernées? Mais c'est pas Stéphanie qu'il faut former, c'est nous. C'est nous à comprendre les compétences de Stéphanie. Oui, bien sûr, peut-être Stéphanie va dire « Tiens, pour m'adresser à tel ou tel professionnel, j'ai besoin de comprendre son champ de compétences, Ma question etc. » n'était pas là, Alice, c'était justement l'inverse. Est-ce qu'on peut former quelqu'un comme Stéphanie qui n'aurait pas eu le parcours médical de Stéphanie ou dans tous les autres domaines d'ailleurs? Vous parliez d'ergothérapie par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer proposer à quelqu'un d'apprendre auprès de Stéphanie sans être passé par le parcours de j'ai eu un problème, j'ai fait de la dialyse et ainsi de suite? Oui, je me permettais de dire que c'est Stéphanie qui doit nous former parce que je pense que des professionnels qui doivent être sensibilisés, rien de mieux que les mettre en situation d'exercer auprès d'elles, si je puis dire. Alors, si vous entendez par former, leur donner l'occasion d'apprendre avec elles, tout à fait. Je parlais de créer des médiateurs, en fait. Oui, mais tout à fait. Pour moi, Stéphanie est une médiatrice. Absolument. Et là, je pense qu'on a énormément de chance, et c'est terrible de le dire, mais on a une société française vulnérabilisée. On a des personnes qui ont connu le chômage de longue durée, qui en ont été profondément marquées. On a des victimes de violences sexuelles, qui ont des troubles psychiques. Mais toutes ces personnes-là, elles n'ont pas que des troubles. Elles ont aussi une grande expérience de résilience, d'endurance. Je pense aussi à des personnes en situation de handicap qui étaient à leur domicile au moment du Covid et qui ont dû avoir de la pédagogie avec des professionnels qui disaient « Oh, moi, je porte pas le masque, j'y crois pas. Oh, ben moi, le vaccin, je sais pas. » Et ces personnes en situation de handicap, elles étaient, elles, en situation de nous apprendre. Alors, pardon si je ne réagis pas et rebondis pas tout de suite sur cette manière que vous me proposez, mais oui, absolument. Je crois qu'on peut former. Je crois que c'est déjà en route dans bien des espaces. Et je crois qu'il faut montrer à quel point tout le monde est gagnant. Je voudrais vous citer un deuxième exemple, très différent de celui de la santé, mais qui n'est pas loin. C'est ma propre expérience à la commission indépendante qui a investigué sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. Nous avons eu à travailler avec des associations de victimes. Et pour la majeure partie des victimes que j'ai eu à rencontrer, les troubles psychiques sont extrêmement lourds, invalidants et durables. À ces personnes qui avaient connu cette expérience-là et auxquelles on s'adressait comme victimes, comme on peut dire handicap, on disait, au fond, comment vous imaginez la suite? Quelle devrait être l'institution qui prévient la violence demain? C'est l'Église elle-même. Et les victimes des associations nous ont dit, écoutez, réparer, c'est pas l'argent d'abord, c'est la justice. Parce que si on nous donne de l'argent avant d'avoir eu une parole de justice, ça sera de la prostitution ou ça sera du solde de tout compte. Cette parole-là, des associations, aucun de nous, quelle que soit notre expertise, n'aurait pu l'avoir. Et elle nous a aidés à construire peut-être une démarche de réparation dans cette institution spécifique. Par conséquent, je pense que toutes les institutions sanitaires et médico-sociales peuvent construire de l'intelligence collective à partir de cette sollicitation et effectivement rendre capables les professionnels
d'avoir ce temps d'écoute et ce temps de reconnaissance de la compétence de l'autre, ça c'est quelque chose qui est complètement devant nous, qui n'est pas du tout insurmontable. L'important, c'est d'abord le regard que nous, on porte sur cette possibilité-là. On a finalement un handicap dans nos milieux et dans l'entreprise qui est très admis. C'est un drôle de truc. Ça s'appelle le handicap émotionnel. Le handicap émotionnel, c'est quand un dirigeant ne ressent pas la souffrance de ses collaborateurs. C'est quand des salariés ne ressentent pas la souffrance des personnes qui est autour d'elles. Ce handicap émotionnel, on le compense rarement parce que parfois, il s'accorde très bien avec la réussite sociale, malheureusement, et avec les responsabilités, y compris au plus haut poste. Par conséquent, je pense que nous devons tous reconnaître que bien sûr que nous vivons avec les handicaps, les nôtres et ceux que nous compensons, et ceux qui sont, dont nous avons parlé aujourd'hui, peut-être les plus visibles. Révolutionner notre approche des compétences et des expertises, c'est la co-construction. Et ne pas abuser du handicap lui-même, parce que c'est un peu ce que vous dites quand vous parlez de certains grands managers qui se comportent d'une sale manière. Je considère simplement qu'ils seraient bien informés de reconnaître leurs propres limites. Ça les aiderait à travailler en co-construction avec leurs collaborateurs. Le message est clairement passé. Alice Casagrande, merci d'être venue dans ce studio fêter l'anniversaire. Bon anniversaire au ETH. Allez-y, chantez un petit peu aussi. Non, je ne chante pas, c'est mon handicap. Pas de gâteau, pas de bougie, pas de chanson. C'est terrible cet anniversaire. Merci à vous d'avoir été en duplex, Agnès Caillet-Baudouin et puis Stéphanie Spataro. On va enchaîner maintenant parce qu'on continue avec quelqu'un qui croit un peu comme vous, enfin qui croit, je le sais d'ailleurs, pour la côtoyer régulièrement, que tout part de l'expérience elle-même et qu'il faut écouter les personnes avant de décider. Elle s'appelle Sophie Cluzel, c'est la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et elle a voulu adresser un petit mot à tous ceux d'entre nous qui sommes ici, à tous ceux d'entre vous qui nous regardez hélas à distance et puis j'espère que sa parole aussi essaimera parce que vous allez voir, elle a fait une synthèse sans même assister à ces débats, elle est en vidéo, elle fait une synthèse assez étonnante de ses propos. Bonjour Madame la Ministre. L'association EETH qui porte l'accord du secteur médico-social, associatif à 30 ans, qu'est-ce que cet anniversaire vous inspire? Quel regard portez-vous sur cet accord et son avenir? Bon, d'abord, bon anniversaire à l'EETH, 30 ans ça se fête, c'est un bel âge. Comment vous dire? Écoutez, cette politique de l'emploi des personnes handicapées, elle est portée depuis 1987 avec l'obligation d'emploi à 6%. Aujourd'hui, le EETH a des bons résultats parce que c'est, je pense, une petite équipe agile, experte, qui a travaillé justement avec les acteurs du médico-social pour porter une politique bien ciblée d'accompagnement des personnes en situation de handicap, de maintien dans l'emploi. Donc, on voit bien que quand on a une politique structurée, une politique d'aller vers, parce que je pense que c'est l'agilité de l'EETH, c'est justement qu'elle va vers les employeurs, vers leurs besoins d'accompagnement. Et c'est bien ça qu'on veut. C'est comment on sensibilise, comment on forme, comment on informe, comment on accompagne l'embauche, le maintien dans l'emploi. Comment on fait en sorte justement que les personnes handicapées se trouvent bien dans leur travail et que les collaborateurs aussi portent ces personnes à l'emploi et accompagnent l'évolution professionnelle. Madame la Ministre, pensez-vous que tous les métiers de notre secteur sont accessibles aux personnes en situation de handicap? Alors là, vous touchez ma fibre personnelle. Je pense que, je le dis souvent, nul n'est inemployable. Et tous les métiers sont accessibles à partir du moment où, justement, on se donne la peine de faire les adaptations si nécessaire, mais surtout de regarder la compétence de la personne. On le dit souvent, on a encore beaucoup de préjugés. Alors, beaucoup, 80% des handicaps sont invisibles. Mais moi, ce que je veux, c'est libérer la parole. Parce que si on n'explicite pas ses besoins, on va être certainement en surcompensation dans sa posture de professionnel. Et donc, on risque justement d'avoir des relations de travail qui se dégradent. C'est pour ça que toute la politique que l'on porte, et je sais que justement le dispositif EETH le porte aussi, c'est dites-nous ce dont vous avez besoin pour que vous soyez en capacité optimale de travail. Ça s'appelle le bien-être au travail avant tout. Donc je pense que sincèrement, une fois qu'on a dit ça, du coup, tous les postes sont possibles. Il faut aussi se dire, arrêtez de penser, c'est pas pour moi.
on n'est pas défini par une qualité de travailleur handicapé, on est défini par ses compétences avant tout. Donc voilà, c'est tout cet état d'esprit qu'il nous faut travailler, lever l'autocensure, accompagner l'aspiration, les envies des personnes. Et je pense que les personnes handicapées doivent être ambitieuses sur leurs rêves, sur leurs attentes, se confronter à la réalité, peut-être changer d'orientation, mais c'est tout l'enjeu justement des formations préqualifiantes ou des dispositifs de formation qui accompagnent. Mais ce n'est pas par rapport à sa situation de handicap. C'est ça que je voudrais vraiment faire comprendre. C'est vraiment parce que cet environnement, il doit être bienveillant, il doit être structurant. Et c'est pour ça que les politiques RH inclusives sont si importantes au sein d'une entreprise. Alors, suite à l'enquête de l'OETH, on s'aperçoit que même dans le secteur médico-social, il y a plus ou moins d'appréhension à recruter selon le type de handicap. Pensez-vous qu'il y a des bons, entre guillemets, et mauvais handicaps? Non, ça, certainement pas. Je pense pas ça. Je pense qu'il y a des représentations aussi. Il faut lutter contre les représentations, surtout sur les handicaps invisibles. Donc, travailler sur les représentations. Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que dans le monde du médico-social, c'est mieux connu. Et pour autant, il y a les mêmes préjugés parfois. Préjugés d'abord des personnes elles-mêmes, sur, comme je disais tout à l'heure, ce métier n'est pas pour moi. Puis préjugés aussi des soignants, de tout au sens large du terme, qui souvent pensent qu'une personne handicapée, elle est d'abord, personne aidée, personne accompagnée, et pas personne justement aidante, accompagnante, soignante. Donc il y a un sens du care au sens large du terme, c'est-à-dire de la notion d'accompagnement, d'accompagnement à l'autonomie, au soutien à l'autonomie, au développement éducatif, au développement social des personnes handicapées, qui est extrêmement fort sur les personnes qui ont pu vivre une expérience justement de situation de handicap. Donc pour moi, c'est au contraire. C'est dans ces métiers-là que parfois peuvent s'exprimer justement les plus grandes compétences. Donc il y a des filtres, il y a des préjugés sur lesquels il faut qu'on travaille. Et pour moi, la plus importante des choses, c'est donner la parole aux personnes en situation de handicap qui viennent frapper à ces métiers pour expliquer ce qu'elles cherchent, comment elles le pratiquent, parce que ça donnera justement une force en tant que rôle modèle. Et on a besoin encore des rôles modèles. C'est incontournable encore, sur des métiers possibles. Parce qu'une fois que vous l'aurez pratiqué votre métier et que vous aurez témoigné sur comment était votre cheminement de reconversion et pourquoi vous voulez aller vers ces métiers, l'expérientiel que vous avez peut-être vécu dans votre propre situation est un atout considérable. Le titre de la conférence d'OETH, qui aura lieu le 25 janvier, est « Quand le handicap devient une force pour nos métiers ». Donc, comment vous pourrez dire que l'expérience du coup de handicap confère des compétences qui peuvent avoir encore plus d'impact en fait, notamment dans le secteur médico-social? Mais je pense que c'est capital ce que vous dites et c'est le message qu'il faut faire passer parce que quoi de mieux qu'une personne qui a pu vivre cette expertise et cette expérience et qui devient donc experte pour travailler sur le soutien à l'accompagnement et à l'autonomie. Parce que si vous avez fait votre reconversion, c'est que vous avez puisé en vous justement cette capacité de cheminer différemment, de prendre en compte votre situation de handicap et de se dire, eh bien voilà, je me reconvertis, je vais changer de métier, je veux aller vers un métier dit du care au sens large du terme, d'accompagnement, j'englobe tous ces métiers, du prendre soin de l'autre, d'apprendre à l'autre son autonomie, que ce soit enfant ou adulte. Et donc, c'est une qualité première qui est en vous, que vous portez en vous. Donc, il faut pouvoir la valoriser, il faut pouvoir la mettre en avant. C'est pour ça que je parlais de rôle modèle, très important. Et le recruteur doit en prendre compte comme une richesse. Dans cette expertise expérientielle qui est appuyée après par justement des compétences professionnelles validées, etc., sur cette propre distanciation, sur l'accompagnement à faire plutôt qu'à faire soi-même, etc. Donc, vous allez être des super vecteurs de soutien à l'autonomie qu'on essaye de développer partout, quelle que soit la situation de handicap de la personne accompagnée. Donc oui, c'est une grande qualité, c'est vraiment une force, c'est une richesse dans notre société qu'il faut absolument valoriser. Et ces métiers-là sont extrêmement importants. Et votre mobilisation pour vous engager dans ce genre de métier, au sens large du terme, pour moi, ce sont des atouts qu'il faut absolument porter. Donc, très heureuse d'avoir pu échanger avec vous, parce qu'on voit bien que vos parcours sont d'une richesse infinie, que vous avez fait ce choix de reconversion. Donc, ce sont des métiers choisis, vraiment choisis.
Et je pense que toute cette formation après que vous allez engranger, avec la formation préqualifiante et puis après vos orientations professionnelles, sont une vraie richesse pour les employeurs, une vraie richesse pour les personnes accompagnées. Donc nous avons ce métier qu'il faut réenchanter, de l'accompagnement au sens large du terme. Et les personnes en situation de handicap ont toute leur place dans ces métiers. Et il faut absolument porter leurs envies, leurs aspirations et leur professionnalisme qui grandit de jour en jour. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez deviné, ce n'était pas Jean-Jacques Bourdin qui interviewait Sophie Cluzel, mais bien les étudiantes et les étudiants du programme Oasis, la fameuse formation de Grégory Abramovitch, dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez que la ministre est plutôt bien prêtée au jeu et en parlant vrai avec des gens vrais. C'est quelque chose que moi aussi j'aime faire. Et à propos de gens vrais, je vais bientôt en retrouver sur le plateau. Je vous dirai qui, parce qu'on va maintenant évidemment dévoiler les gagnants des trophées de l'innovation. Ce sera dans la dernière partie de cet anniversaire. En attendant, je vous invite à réécouter l'intégralité de ces séquences, évidemment sur le site de l'OETH. Et puis également, sachez que ce que vous venez de voir de Sophie Cluzel n'était qu'un extrait, donc il y a une interview plus longue que vous pourrez aussi découvrir en replay tout de suite après cet événement. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la remise des trophées de l'innovation OETH, une grande année, l'année des 30 ans.